Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette conférence en ligne présentée par l'association du Centre Juno Beach. Je m'appelle San Funk. Je suis la coordonnatrice de la sensibilisation et de l'interprétation pour l'association et je soutiendrai l'événement aujourd'hui. Nous sommes ravis de voir une telle participation à cette conférence pertinente pour marquer le 80e anniversaire du jour de la victoire en Europe, l'anniversaire qui est la semaine prochaine. Nous avons des gens de tout le Canada ainsi que des gens en France qui se sont connectés. Un groupe se joint également à nous depuis la salle polyvalente du centre Juno Beach en Normandie où la conférence est diffusée en direct. Avant de laisser la parole à notre intervenante, je voudrais faire quelques remarques d'ordre administratif. À la fin de la présentation, il y aura une courte période de questions. Je laisserai la boîte à questions ouverte sur Zoom pour que les gens puissent soumettre leurs questions à n'importe quel moment de la conférence. Pour les personnes qui sont présentes au centre en France, vous pouvez vous adresser à Ophélie Duchemin à la fin de la conférence pour poser vos questions. On laisserait du temps. J'aimerais maintenant vous présenter notre intervenante. Marie-Ève Vaillancourt est la directrice des expositions de l'association du Centre Juno Beach. Et elle partage son expertise entre Montréal et la Normandie. Diplômée d'un baccalauréat en histoire de l'Université Carleton et d'un master en éducation de l'Université de Caen, elle possède une solide formation académique franco-canadienne. Son parcours professionnel a débuté au service éducatif du Musée canadien de la guerre à Ottawa, où elle a développé ses compétences en médiation culturelle et historique. Après avoir intégré l'équipe du Centre Juno Beach de 2011 à 2017, elle a rejoint l'équipe canadienne en 2018, renforçant ainsi les liens transatlantiques de l'institution. Marie-Ève a contribué de façon significative au rayonnement du centre, notamment par sa collaboration à la création du film historique Dans leur pas et à l'élaboration de plusieurs expositions marquantes, dont Visage du Canada aujourd'hui, l'exposition permanente sur l'histoire du Canada contemporain depuis 1945. Depuis 2011, elle dirige avec passion l'Institut d'été de l'Association du Centre Juno Beach, un voyage d'études des champs de bataille qui permet aux éducateurs canadiens d'approfondir leur connaissance de l'histoire militaire canadienne et de développer des approches pédagogiques innovantes. J'aimerais maintenant vous présenter Marie-Ève Vaillancourt. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à tout le monde en France, au Québec et dans le reste du Canada francophone. Je vous dis bonjour ce matin à 11 heures depuis mon bureau à Montréal et je suis ravie de vous présenter cette conférence. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Juste une petite seconde. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble à peu près 45 minutes, 1 heure, cette conférence qui s'appelle Nouveau regard sur le jour de la victoire en Europe, perspective canadienne sur les héritages démocratiques. L'idée étant pour moi de montrer que le jour de la victoire en Europe est bien plus qu'une seule journée à célébrer, on y trouve dans cette journée les racines de la paix mondiale qu'on a connue pendant 80 ans, qui est en péril aujourd'hui. Donc, bien plus qu'une simple journée et comment, en gros, on a essayé de faire régner cette paix qu'on a gagnée le 8 mai 1945. Donc, il s'agit d'un point culminant qu'on va décortiquer ensemble ce matin et on va regarder les contributions des Canadiens à cette victoire en Europe. Donc, en tant que pays allié durant la Seconde Guerre mondiale, moi, mon argument aujourd'hui, c'est de démontrer qu'il y a des fondations aux valeurs démocratiques qu'on connaît actuellement, l'ordre mondial dans lequel
le monde baigne depuis 1945 a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, on va redescendre à travers des preuves de ça sous différents aspects des contributions des Canadiens. Donc, on va parler des premières heures, la mobilisation du Canada. Ensuite, dès 1939, bien entendu, pas à partir de décembre 41, contrairement aux États-Unis. On va parler de la croissance exponentielle de l'armée canadienne entre le 6 juin 44 jusqu'au mois de mai 45. On a préparé des infographies particulières à cette présentation pour montrer visuellement l'ampleur presque disproportionnelle des contributions du Canada à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, le cœur de la présentation ira après vers les transitions vers la paix, les années après-guerre, la commémoration et enfin les héritages démocratiques. Donc, voilà un peu, on va prendre 45 minutes à peu près, plus une période pour vos questions. Voilà. Donc, l'argument de la mobilisation des premières heures, c'est qu'on va voir la transition d'une toute petite nation qui avait certes combattu durant la Première Guerre mondiale de manière aussi assez disproportionnée par rapport à la taille de sa population, et comment, à l'issue de la guerre, après les années de dépression, on va être passé d'une nation qui était quand même assez repliée sur elle-même à une nation qui s'engage dans les relations internationales. Donc, voilà, dès 1935, le premier ministre du Canada a une position claire, c'est-à-dire que nous serons en mesure de nous engager auprès de la Grande-Bretagne, mais de manière indépendante, contrairement à 1914, où on était encore un dominion et qu'on était automatiquement en guerre avec la Grande-Bretagne. Là, le 10 septembre 1939, une semaine après le Parlement britannique, le Canada déclare la guerre. Donc, il faut savoir aussi que dès 1939, les effectifs des Forces armées canadiennes, armée de terre, marine, aviation, sont que à 8 000 hommes. En 1945, on va être passé à 1 million. Donc, c'est de cette croissance exponentielle dont on va parler aujourd'hui, entre autres. Par rapport au rôle du Canada avant 1941, avant l'entrée en guerre des États-Unis, le Canada était la ligne de vie pour les denrées alimentaires et les équipements militaires, tandis que la Grande-Bretagne était seule face à l'Allemagne nazie, surtout durant la bataille d'Angleterre, la bataille d'aviation au-dessus des eaux de la Manche et pendant les attaques aériennes, les bombardements aériens sur Londres, respectivement en 1940 et 1941. Donc, la Grande-Bretagne étant une île, le fait qu'il soit ravitaillé par le Canada dès 1939 a permis à la Grande-Bretagne de survivre ces premières années de guerre où, en fait, la Grande-Bretagne était seule face à l'Allemagne nazie après la chute de la France. Pour en revenir au rôle du Canada dans ces débuts là, de la guerre, on le voit bien avec cette illustration qui est issue d'un livre sur les relations avec les États-Unis de Tim Cook qui vient tout juste de sortir, une image très parlante où on voit clairement que l'Angleterre est seule, que le Canada prend la place de la France pour faire un effort surdimensionné. Ce cartoon politique va être publié en juillet 1940, un mois après la défaite de la France. Donc, par un artiste canadien, bien sûr. Donc, on est sur une démonstration de ce que le Canada veut dégager comme image internationale dès les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Une des racines aussi qui m'a vraiment interpellée, c'est la Charte de l'Atlantique. Quand on regarde des mots, quand on cherche à trouver des mots comme paix, liberté, égalité, souveraineté aussi, une notion qui est remise en question actuellement beaucoup avec les politiques américaines, c'est la Charte de l'Atlantique
qui se passe à Terre-Neuve, en fait, qui est encore un dominion britannique qui va rejoindre le Canada en 1949. Et la charte, donc, relie Churchill à Roosevelt avant même la déclaration de la guerre des États-Unis contre le Japon, le 6 décembre 1941. Et l'idée étant, la naissance étant là des valeurs des Nations Unies. Cet accord est donc souvent cité par les historiens comme l'une des premières étapes significatives vers la formation des Nations Unies. C'est-à-dire que de vivre en paix, de vivre en sécurité à l'intérieur de ses propres frontières, à vivre à l'abri de la peur et du besoin. Donc, un événement quand même fondamental dans lequel le Canada joue un rôle de médiateur finalement, sans être un acteur ou signataire. J'en reviens tout à l'heure à cette ligne de vie, là, ce rôle du Canada, comme on a vu par le cartoon politique. La Grande-Bretagne reconnaît ce rôle-là du Canada, notamment par la visite du premier ministre Winston Churchill à la Chambre des communes à Ottawa le 30 décembre 1941, où il va vraiment mettre le doigt sur le rôle du Canada dès les premières heures de la guerre, sur le fait que c'est un puissant aimant qui rassemble le Nouveau Monde et l'Ancien Monde dans les destins unis pour une lutte contre l'ennemi commun. Donc, il souligne l'effort à la guerre. Et puis, bon, il fait une petite erreur en utilisant le mot impérial parce que ça remet le Canada dans un statut de dominion, ce qui n'est pas tout à fait le cas. J'ai aucune idée s'il va regretter l'utilisation de ce mot-là, mais c'est un mot qui va être souligné, soulevé par les contemporains canadiens à l'époque, quoi qu'il en soit. Un autre événement majeur qui va se dérouler à Québec, à la ville de Québec, notamment au Château Frontenac, c'est en août 1943. La conférence de Québec va réunir encore une fois, on voit Mackenzie King à gauche, va encore jouer ce rôle de médiateur entre Roosevelt et Churchill pour la planification du jour J en France et la défaite de l'Allemagne nazie et du Japon impérialiste en 1943. Maintenant, on a passé à travers bon, les événements fondamentaux du début de la guerre. On va se transporter maintenant à partir du jour J jusqu'à la victoire en Europe. On a les logos ici de la 3e division d'infanterie canadienne en gris, et puis après la première armée canadienne. Donc ça, c'est la transition de 11 mois de combat. Donc on débarque en Normandie avec 14 000 hommes, et puis 11 mois plus tard, en, en Hollande, dans les Pays-Bas, on va se retrouver avec près d'un demi-million d'hommes dans la première armée canadienne. C'est cette croissance-là exponentielle dont je veux parler dans cette partie de la conférence. Alors, les contributions des Canadiens au jour J. On parle, donc, comme j'ai dit, de 14 000 Canadiens qui débarquent, 381 Canadiens qui vont mourir, plus de 500 blessés, et un rôle aussi, pas que de l'armée de terre du Canada, mais du premier bataillon parachutiste, qui va être en secteur britannique avec la 6e Airborne britannique, et un rôle de l'aviation avec 39 escadrons engagés et un rôle de la Marine royale canadienne. Donc, peut-être le parent oublié du jour J entre les contributions des Américains et des Britanniques sur les plages du débarquement, mais certainement une contribution quand même importante, sachant que depuis 1943, les Canadiens sont engagés depuis la Sicile jusqu'en Italie pour le front méditerranéen.
Donc, la bataille de Normandie, en quelques chiffres pour le Canada, c'est 90 000 Canadiens qui ont servi en l'espace de quelques mois, de 2 mois. Blessés et pertes, 18 700. Et ce sont près de 5 500 Canadiens qui reposent en Normandie. Donc, on va voir ces pertes-là, on va les comparer aux pertes qui vont suivre après la bataille de Normandie. C'est là qu'on va voir la densité des combats et la destruction de la Normandie pour que les avancées des Alliés aient plus rapidement, alors que l'armée allemande se replie vers le nord de l'Europe. Notion importante à garder en tête, je crois, à ce moment-là, c'est que on est une armée qui est entièrement composée de volontaires, car le gouvernement canadien promet de ne pas recourir à la conscription pour le service outre-mer. Il y a un lien à faire avec ça, avec la rapidité de l'avancée des Canadiens, à mon sens. C'est pourquoi j'ai sorti cette citation d'un combattant canadien, un artilleur, qui a écrit dans ses mémoires en 1995 que la critique selon laquelle les Canadiens étaient lents par rapport aux avancées des Britanniques et des Américains à repousser l'ennemi vers falaise est liée aussi à une crise de remplacement dans l'armée canadienne, c'est-à-dire que dans l'infanterie, on ne peut pas compter sur une armée de conscrits pour venir remplacer les pertes que l'on subit. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'armée canadienne est, comme on dit en anglais, stretched thin, est vraiment aux limites de ses capacités compte tenu des engagés volontaires. Donc, j'aime bien comment ce soldat remet les choses en question en disant que, en fait, il faudrait plutôt se demander comment c'était possible pour les soldats canadiens de trouver le courage moral nécessaire et l'endurance physique pour y arriver tout court. Je vais parler un petit moment, comme on a un auditoire plutôt français et québécois aujourd'hui ensemble, euh, des origines et des identités canadiennes qui existaient à l'intérieur des forces armées canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Une merveilleuse citation qui a été que Marcel Ouimet a dit dans un de ses reportages dès le 13 juin 1944, donc quelques jours après le débarquement, euh, qui est vraiment une preuve de à quel point Marcel Ouimet a été affecté par les racines québécoises provenant de la Normandie. Voilà. Que je trouvais jolie à mettre et qui était assez pertinente dans le contexte de l'accueil très particulier qui a été réservé aux soldats québécois ou aux soldats canadiens français, de la part notamment du régiment de la Chaudière et ensuite d'autres régiments qui vont arriver en Normandie à partir de juillet. On pense notamment au régiment de Maisonneuve, de Montréal, des Fusiliers Mont-Royal et du 4e régiment d'artillerie moyenne. De l'autre côté des identités canadiennes, un poster de propagande qui a été dessiné par un Canadien juif en 1944 qui m'a beaucoup interpellée quand je l'ai trouvé aux Archives nationales, aux Archives juives de Montréal. Donc, l'idée maîtresse de l'image étant de montrer que voilà, le disque d'identification du soldat a été abîmé par une balle et on ne peut plus lire son nom au complet. Du coup, on s'imagine qu'est-ce que son nom de famille pourrait être. Alors, on dit que finalement, ben, au final, avec cette image, peu importe ses origines, il est canadien. Donc, un contraste avec les origines françaises et normandes des soldats canadiens français, où on voit bien que le multiculturalisme n'existe pas
de manière officielle au Canada, mais cette image-là montre que c'est quand même un début d'expression de ce phénomène-là qui va vraiment grandir exponentiellement après la Seconde Guerre mondiale. Petit clin d'œil ici à Charles de Gaulle qui va quand même maintenir des rapports assez rapprochés avec le Canada, euh, notamment pendant la bataille de Normandie. Et encore une fois, les racines de l'établissement de la paix sont là. Une paix juste et durable pour laquelle les soldats canadiens luttent si héroïquement aux côtés des nôtres. Message du général de Gaulle aux Canadiens qui va paraître dans la Renaissance du Bessin. Merci à Sibylle Echt qui a trouvé ce petit, cette petite ce petit clin d'œil à Charles de Gaulle et le Canada. Il faut savoir aussi que Charles de Gaulle va venir à Ottawa. Euh, on le reconnaît ici avec sa gestuelle particulière. Euh, Relation France-Canada, je vais y revenir plus tard, mais pour moi, c'est des valeurs communes qui vont être réaffirmées à travers une amitié qui est forgée dans le feu de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, encore une fois, les racines de la paix qu'on va découvrir, qu'on va être capable de mettre en relief le 8 mai 45. On les retrouve ici le 11 juillet 44. Lutte unie pour la liberté. Et ces valeurs-là qui vont ressortir et qu'on va mettre en action après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, l'avancée des Canadiens dont j'ai un peu parlé en Normandie, je voulais juste vous situer géographiquement par rapport aux contributions des Canadiens après la bataille de Normandie. Les Canadiens sont sur le flanc est des Britanniques et ils vont avoir la lourde tâche de libérer chacun des ports en eau profonde qui étaient bien gardés par les Allemands. Les ports d'eau profonde des eaux de la Manche, de Boulogne à Dunkerque, en passant par Ostende en Belgique. Euh, on va retrouver cette poussée-là des Canadiens vers la Belgique et le nord par Antwerp, la libération du port d'Anvers, qui est assurée par les Canadiens, qui était un point stratégique très important. Euh, Ce qui est très intéressant aussi à noter par rapport aux contributions canadiennes, c'est que, bon, on a parlé de cette poussée exponentielle, cet agrandissement des forces armées canadiennes pendant les combats pour le nord-ouest de l'Europe. Mais l'armée canadienne va devenir la plus internationale des armées ou, dit autrement, la plus grande des petites armées, en incluant des unités internationales sous commandement canadien. Donc, important de mentionner le rôle des Polonais, même depuis la bataille de Normandie. Et puis ensuite, la brigade Piron, donc belge, des unités britanniques et la brigade royale néerlandaise Princess Irene, qui est aussi sous commandement canadien, et une division d'infanterie américaine qui combat avec les Canadiens durant la bataille de l'Escaut. Donc, c'est à mon sens cette collaboration internationale qu'on va voir dans l'armée canadienne à partir des premières opérations de mission de maintien de paix avec les Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. L'armée canadienne est toujours en mesure, a la réputation d'être souvent en mesure d'inclure, de s'internationaliser dans ses commandements avec la flexibilité d'incorporer, d'absorber des unités internationales. Donc maintenant, on va passer du nord de la Belgique vers les Pays-Bas. Plusieurs opérations, Varsity jusqu'à Faust. Faust, c'est l'image que vous voyez dans le milieu. C'est
une des premières opérations militaires qui est entièrement destinée, en fait, c'est la première opération militaire qui est destinée entièrement au bien-être des civils pour venir en aide au fait que les Hollandais, les Néerlandais ont souffert gravement de malnutrition pendant l'hiver de 44 et 45. Donc, cette opération va venir en aide à travers des denrées alimentaires et des équipements à la population civile. Donc, logistiquement, il y avait une opération de grande taille qui va devenir des bases pour les opérations de crise humanitaire avec les Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Donc, encore une fois, une racine là, très importante où le rôle des militaires n'est plus exclusivement de combattre, mais d'aider les populations civiles. Il faut savoir aussi que les affaires civiles de l'armée canadienne rentrent en effet à partir du 21 juillet 1944 durant la bataille de Normandie. Euh, donc cet aspect-là de gérer euh, les souffrances civiles est vraiment quelque chose qui va venir renforcer l'existence des Nations Unies en 1945. Donc, revenons sur les pertes maintenant. Vous vous rappelez que euh, pour la bataille de Normandie, on parle de 5500 décès en l'espace de 2 mois, tandis que à partir du 1er septembre jusqu'au 8 mai 45, on va avoir près de 10 000 pertes de décès. Euh, et donc, si vous faites un calcul mathématique assez rapide, on voit bien que la densité des pertes est beaucoup plus élevée pour la période de 2 mois que les 8 mois consécutifs de combat après la bataille de Normandie où il va y avoir 10 000 pertes. Le ratio est donc plus élevé pendant la bataille de Normandie que le reste de la campagne. C'est pas pour dire que la campagne elle est plus facile. On va parler notamment de difficultés de terrain inondé aux Pays-Bas à cause des digues qui ont été détruites par les Allemands en se retirant. Mais c'est pour dire que c'est la Normandie qui a subi la plus grande destruction matérielle euh, et les plus grandes pertes civiles liées au bombardement et les plus grandes pertes canadiennes liées au combat d'une intensité où les Canadiens en Normandie se sont battus littéralement pour chaque mètre carré de terrain à gagner. Je vais parler un instant de notre campagne de cartes postales pour le 80e anniversaire du jour de la victoire en Europe. On a envoyé 1945 cartes postales dans des foyers au Canada pour montrer que voilà une carte postale unique avec le nom d'un soldat unique qui démontre que la maison dans laquelle la personne habite aujourd'hui était celle d'un soldat canadien durant la Seconde Guerre mondiale. Campagne qui est très populaire et qui bat son plein jusqu'au 8 mai 2025. Infographie et contribution. Il nous reste une quinzaine de minutes, premièrement, voici en quelques chiffres assez impressionnants les contributions de l'industrie canadienne qui s'est totalement révolutionnée et qui est devenue très proche des industries américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, à savoir aussi que cette force ouvrière représentait environ 1 million de travailleurs au Canada. Dont plusieurs femmes qui quittent la sphère domestique pour la première fois. Avec cette mini-révolution industrielle du Canada, va arriver le nouveau phénomène des femmes au travail et donc des crèches, des garderies pour les enfants, qui est une nouveauté au Canada à ce moment-là. Production industrielle,
qui va jouer un rôle crucial dans la victoire des Alliés le 8 mai 1945. On ne pouvait pas en arriver là sans passer par ceci. Ensuite, le plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, qui est une contribution de presque 131 000 pilotes et équipages aériens formés au Canada loin des combats. Beaucoup de pilotes en tête de file, mais des bombardiers, des radiotélégraphistes, des mitrailleurs, et puis plusieurs troupes internationales, polonais, norvégiens, belges, néerlandais, tchèques et français libres qui sont intégrés dans la Royal Air Force et avec les Canadiens qui vont être entraînés au Canada. C'est ainsi que Roosevelt va déclarer que le Canada est l'aérodrome de la démocratie en 1943. Donc, ça vous montre ici toutes les écoles d'entraînement, différents types de formations à travers tout le Canada, d'est en ouest, vraiment qui a transformé le paysage canadien avec des aérodromes un peu partout pour entraîner ces 131 000 pilotes et équipages en l'espace de quelques années. Donc, un grand influx, notamment de Néo-Zélandais et d'Australiens et de Britanniques qui vont venir au Canada pour s'entraîner à la guerre aérienne. Bomber Command, une contribution canadienne importante et là où on va subir le plus de pertes, comme vous pouvez le voir avec les graphiques. Donc 120 000 équipages et puis près de 10 000 Canadiens qui vont être tués au sein de l'aviation royale du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les bombardements stratégiques sur l'Allemagne vont être une contribution importante du Canada pour mener à la victoire totale contre l'Allemagne nazie. Le rôle du Canada avec la Marine royale pendant la bataille de l'Atlantique, c'est un rôle qui est peu connu, mais qui est fondamental. L'Atlantique Nord était vraiment protégé par la Marine royale du Canada et les convois, ce qui permet donc aux États-Unis de combattre ailleurs et de ne pas avoir à se préoccuper de ce champ important de ravitaillement de l'Europe et de la Grande-Bretagne. Ce qui fait en sorte que on termine l'une des plus grandes marines au monde à la fin de la guerre, juste derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne parmi les alliés, sans compter bien sûr les contributions des Russes. Point important à mentionner, la Marine marchande du Canada, qui va tarder à reconnaître le rôle de ces vétérans-là, qui vont recevoir le rang d'anciens combattants seulement qu'en 1992. Encore une fois, le fait que le Canada ait contribué à sa propre défense domestique sur ces deux côtes, Atlantique et Pacifique, est une contribution qui a fait en sorte que la défense de l'espace nord-américain a été gérée aussi largement par le Canada, ce qui libérait les États-Unis de combattre plus ailleurs, notamment dans le Pacifique, évidemment. Donc, il y avait un effet ricochet au fait que le Canada était capable de défendre son vaste territoire sur les côtes atlantiques comme les côtes pacifiques. Il faut savoir qu'il y a des U-boats allemands qui sont venus jusque dans le golfe du Saint-Laurent pendant la Seconde Guerre mondiale sur la côte atlantique. Et donc, il y avait une défense importante à mettre en place dans la côte Pacifique. Donc, on parle d'environ 10 000 hommes qui ont été déployés sur ces fonctions-là de part et d'autre de nos océans dans le Pacifique et aussi avec les Américains pour les îles Aléoutiennes.
près de l'Alaska. Donc, citation très importante tirée du livre de Tim Cook, l'historien canadien, qui vient de sortir sur les relations, qui vient de sortir à Point sur les relations entre les États-Unis et le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour aider pleinement la Grande-Bretagne, l'Amérique du Nord devait être fortifiée. Une étroite collaboration avec les États-Unis qui a donné lieu à un enchevêtrement de la défense, de l'industrie, du commerce qu'on n'aurait jamais vu donc avant la Seconde Guerre mondiale et qui reste encore aujourd'hui et qui est totalement menacé par les tarifs de l'administration américaine en ce moment. Euh, donc, important et assez pertinent de relever que, comme Tim Cook le mentionne, que cette collaboration, cette coopération canado-américaine était un miracle de compromis, de conciliation, rarement dans l'affrontement, entouré de dialogue, d'écoute et de résolution de problèmes. Donc, important de se rappeler cette histoire qui nous lie à notre voisin du Sud en ce moment. Donc, pour récapituler, une contribution du Canada qui est vraiment disproportionnée, encore une fois, avec plus d'1 million de Canadiens et de Terre-Neuviens, avec des pertes de près de 45 000 Canadiens, avec 55 000 blessés sur les 3 branches de l'armée canadienne, de l'aviation royale et de la marine canadienne. Donc, comme vous l'avez vu précédemment dans les statistiques qui montrent Bomber Command, nos pertes les plus élevées ont été subies dans l'aviation royale du Canada. Alors, on va maintenant transitionner vers la paix d'après-guerre. Donc, où j'argumente que la réinsertion des vétérans canadiens dans la société civile est un acte démocratique de citoyenneté. Donc, on va expliquer comment et pourquoi. Une citation qu'on retrouve dans notre nouvelle exposition permanente Visage du Canada d'aujourd'hui, qui provient d'un soldat canadien qui dit « Il n'y en a pas un parmi nous qui ne rêve d'un Canada meilleur que celui que nous avons quitté. » Et on va revenir souvent sur cette notion-là à partir de maintenant. Les Canadiens ont quitté la Grande Dépression et veulent articuler l'énergie qu'ils ont mis à combattre vers quelque chose de mieux, quelque chose de durable, quelque chose qui va faire en sorte que la paix va pouvoir s'infiltrer partout dans le monde avec autant de combats. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette paix? Et comment on va reconstruire l'Europe et reconstruire les Canadiens qui rentrent au pays, dans un pays qui a été épargné des bombardements, bien évidemment. Donc, c'est à mon sens, un héritage démocratique important, l'envie, le besoin de créer un monde meilleur. Encore une fois, Tim Cook revient beaucoup. C'est un historien prolifique très important au Canada depuis une vingtaine d'années. Et il l'articule vraiment de manière succincte. Beaucoup ressentaient le besoin de créer une société meilleure et plus équitable. On va voir comment dans les prochaines slides. Donc, les vétérans canadiens représentent un poids démographique sans précédent en 1945 au Canada. On va voir comment rapidement, là. Mais sachez que ce retour-là en masse d'un demi-million de soldats qui ont combattu en Europe va créer une énergie, une synergie importante qui va amener toute une gamme de réformes qui vont servir à la base de l'établissement de l'État-providence, dont va bénéficier la société civile canadienne dans son ensemble. On parle notamment des programmes comme le régime de retraite, l'universalité des soins de santé et de l'assurance chômage. Donc, cette
construction de l'État-providence va se faire largement grâce à la réinsertion des vétérans canadiens dans la société civile. Nombre de documentaires vont être produits à l'intention des vétérans de leur famille pour démontrer la force de cette volonté de réinsertion qu'on va regarder aussi avec les infographies suivantes. Donc, je le disais, 9% de la population est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale en 1945, du jamais vu. Rapidement aussi sur la contribution des femmes, 50 000 femmes qui ont servi dans les 3 services, près de 5 000 infirmières militaires et aussi des épouses de guerre qui vont rentrer au Canada en 1945 et qui vont représenter la plus grande vague d'immigration que le Canada ait jamais connue jusqu'à cette époque-là, entre 1943 et 1946. Donc, démographiquement, ces épouses de guerre vont transformer le Canada, vont créer la nouvelle génération de Canadiens baby boomers des naissances des années 50 avec leur double culture anglaise, néerlandaise, leur capacité d'adaptation à vivre dans un nouveau pays. Le soutien social, à mon sens, des vétérans dont je vous parlais tout à l'heure, un acte de citoyenneté démocratique, c'est assurer la transition prospère vers la paix avec la Charte des anciens combattants. Donc, à quoi les anciens combattants vont-ils avoir droit? Réadaptation. Euh, c'est sûr que la réadaptation des blessés est plutôt physique que mentale parce que le stress post-traumatique n'est pas encore totalement reconnu à cette époque-là. On parle de 54 000 vétérans qui ont reçu des prêts, 140 000 vétérans qui ont reçu des prêts au logement, 80 000 vétérans qui ont reçu une formation professionnelle. Les épouses des soldats décédés au combat avaient des pensions. 33 000 vétérans canadiens ont reçu des terres pour l'agriculture. Et 50 000 vétérans ont fréquenté l'université gratuitement. Ce qui a été le cas d'ailleurs du fondateur du centre Juno Beach, Garth Webb, qui est retourné à l'université après son service militaire en Europe. 5e partie maintenant, et je vais essayer de conclure assez rapidement pour permettre assez de questions. Affirmer les valeurs démocratiques à travers la diplomatie post-Seconde Guerre mondiale. Donc, on s'y trouve là en ce moment aux Pays-Bas, plusieurs commémorations dans le cimetière canadien de Houlton qui se déroule même en ce moment. Donc, comment les valeurs démocratiques vont s'exprimer à travers la commémoration et la diplomatie dans les années post-guerre? Première visite officielle d'un premier ministre canadien, c'est sur Juno Beach, à Bernières-sur-Mer. Pour ceux qui connaissent Bernières, on reconnaît en arrière-plan les maisons. C'est pas en 45, c'est une typo, c'est en 1946. Donc, le discours de bienvenue des maires des villages de Juno Beach s'exprimant en termes de profonde gratitude envers le Canada pour la libération. Voilà, c'est l'entrée du journal personnel de Mackenzie King en 1946 qui a été vraiment ému par l'accueil des Canadiens. On remarque à ses côtés, je crois, Matthew Halton, qui était le reporter de guerre de Radio-Canada, anglophone, et Triboulet, je crois, qui était une figure majeure en France pour la commémoration des Canadiens et le souvenir des Canadiens. Si je me rappelle bien de son nom de famille. Triboulet. Enfin, une importante aussi avancée dans la relation France-Canada, c'est en 1949 quand l'Association nationale France-Canada est créée pour développer les liens culturels, économiques et touristiques entre la France et le Canada, qui renforce ces liens-là. Il faut savoir que tout ça, c'est une espèce
de réunion de plusieurs associations normandes d'amitié franco-canadienne. Et tout ça commence avec l'aide des réseaux de résistants français qui sauvent des pilotes canadiens qui ont été abattus en Normandie. Donc là encore une fois, on trouve les racines derrière des relations économiques entre la France et le Canada qui démarrent dès 1949. Euh, donc on ne peut pas être plus clair là, sur l'amitié forgée dans le feu qui se transforme en relation de développement économique entre la France et le Canada. Euh, Ici, pour retourner sur les premières heures de la commémoration, Louis Myriel, le maire de Courseulles-sur-Mer en 1945, une belle plume qui revient sur les valeurs pour lesquelles les combattants se sont battus, ont voulu défendre liberté, égalité, fraternité, l'union des nations, œuvrer dans une paix définitive. euh, et la devise donc, des démocraties, liberté, égalité, fraternité, que la France a pu recouvrir avec la libération. On voit aussi une photo qui est prise dans notre exposition permanente Visage du Canada d'aujourd'hui, qui montre des lettres provenant de mères canadiennes qui demandent aux mères et à des femmes françaises de fleurir les tombes de leurs fils. Et donc, ça vient de nos collections, les collections Myriel du Centre Juno Beach, qui, en fait, sont plusieurs exemplaires de lettres comme ça, d'échanges transatlantiques pour fleurir les tombes des fils des mères canadiennes qui seront entretenues par souvent des mères françaises. Voilà. Amitié forgée dans le feu. Encore une fois, je voulais trouver des exemples de commémoration très fraîchement sortis de la guerre. Donc là, on est en juillet 45 à Virden, aux Pays-Bas. Commémoration donc du régiment algonquin qui, lui, avait combattu en Italie et a rejoint le reste des troupes canadiennes qui avaient combattu en Normandie à partir du printemps de 1945. Euh, Amitié forgée dans le feu, encore une fois, aux Pays-Bas. Il va y avoir une très forte présence de Canadiens pendant plusieurs mois, ce qui fait que la relation entre les soldats canadiens et la population civile hollandaise, notamment grâce à l'opération Faust, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les denrées alimentaires pour venir en aide au peuple hollandais en souffrance, va bâtir donc une un lien très très fort qui perdure encore aujourd'hui aux Pays-Bas. Voilà. Et finalement, au-delà les héritages démocratiques, comment on transforme l'essai, si on peut dire, euh, avec les années immédiatement post-Seconde Guerre mondiale. Donc là, on voit quelque chose d'assez poignant, donc des tombes temporaires qui sont ornées des drapeaux alliés, date inconnue, mais on voit bien le cimetière temporaire et le besoin de rassembler ces drapeaux unis en solidarité à ceux qui ont combattu. Alors, Lionel Shapiro, qui est un journaliste canadien lors de la création des Nations Unies à San Francisco, affirme les militaires canadiens se battaient pour un monde meilleur. Euh, et c'est le rôle du Canada pendant la création des Nations Unies est assez méconnu, mais a joué quand même et est un des premiers pays signataires. L'OTAN maintenant. Euh, dans les articles de l'OTAN, il y en a un qui est devenu un peu l'article canadien en 1949. Euh,
et qui était la volonté de Lester B. Pearson, qui deviendra un premier ministre canadien et qu'on va surtout apprendre à connaître pendant les premières missions des casques bleus en 1956-1957 dans la crise de Suez. Mais en 1949, Lester B. Pearson est un diplomate et un vétéran de la Première Guerre mondiale aussi. Et il encourage fortement ce fameux article 2 qui ferait en sorte que l'OTAN ne serait pas juste une association de collaboration militaire, mais un engagement en faveur de la paix et du progrès. Donc, encourager la collaboration économique entre l'un ou l'ensemble des alliés. Ce qui fait vraiment les fondements des valeurs démocratiques de la Seconde Guerre mondiale qu'on voit mis en avant par Pearson avec le fameux article 2 de l'OTAN en 1949. J'ai parlé tout à l'heure de la diversité des origines des Canadiens, autant des Canadiens anglais que des Québécois. La loi sur la citoyenneté canadienne va passer en 1947. C'est la première fois qu'on va avoir un passeport. À savoir aussi que, mon petit aparté ici, euh, pour ceux qui connaissent le grand pèlerinage canadien de 1936 pour l'inauguration du mémorial de la crête de Vimy pour la Première Guerre mondiale, les anciens combattants canadiens et leurs familles ont reçu un passeport temporaire spécial pour se rendre en France parce qu'on n'en avait pas. Donc voilà, 47, le premier passeport canadien arrive et il vient de cette volonté d'exprimer euh, sa position de nation souveraine. Le désir d'établir des symboles de son indépendance nationale s'est accru notamment grâce à la participation du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Et une façon aussi d'apaiser les tensions raciales et ethniques au Canada en favorisant un sentiment d'unité au sein d'une population de plus en plus diversifiée. Euh, Comme on a vu avec le poster du soldat canadien dont on ignore le nom de famille, euh, comme on a vu avec la citation de Marcel Ouimet, il faut faire s'accorder ensemble démocratiquement plusieurs ethnicités, plusieurs identités canadiennes concurrentes. Un point important, je pense, dans l'évolution démocratique et le rôle du pardon dans l'évolution d'une démocratie qui est saine, c'est qu'en 1988, le gouvernement canadien va présenter des excuses officielles aux Canadiens japonais qui ont été considérés comme des ennemis au Canada pendant et après après l'offensive du Japon en décembre 1941. Il faut savoir qu'on a déplacé et enlevé les entreprises commerciales de plus de 20 000 Canadiens japonais. Euh, et puis on les a déplacés vers l'intérieur de la Colombie-Britannique sur la côte Pacifique, depuis la côte Pacifique vers l'intérieur de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. 20 000, c'est quand même un chiffre considérable. Et c'est là qu'on démontre avec cet événement-là, en 1988, l'évolution euh, d'être capable de reconnaître un tort causé à un peuple d'origine japonaise qui était plus canadien que japonais finalement. Euh, donc tout ça culmine à, vous vous rappelez des 8000 troupes canadiennes de 1939 dont j'ai parlé dans les premières slides sur la mobilisation des premières heures. On devient une puissance moyenne après la guerre. La politique étrangère d'avant-guerre d'Ottawa était peu ambitieuse et banale, mais dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, elle est soudainement devenue le principal représentant des petites et moyennes puissances. Donc, citation de John Holmes, un diplomate et universitaire canadien. Une forme discrète de nationalisme qu'on remarque encore aujourd'hui au Canada, qui provient d'un vétéran du jour J, pilote de l'aviation royale du Canada,
qui démontre sa fierté de se distinguer parmi les alliés avec le fameux badge Canada sur son épaule qui symbolisait quelque chose d'assez grand pour lui. En rétrospective, L'honneur en héritage est une série d'entrevues, d'interviews avec des vétérans de la Seconde Guerre mondiale canadiens. Je vais terminer par quelques exemples de comment cet héritage-là est durable à travers cette citation merveilleuse d'un Canadien qui visite Courseulles-sur-Mer en 2017 et qui est accueilli, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de respect par la station. Même chose pour les Pays-Bas dont j'ai parlé plus tôt. Mais cet accueil-là est vraiment poignant pour cette personne-là, mais quelque chose qui je pense, arrive à plusieurs Canadiens qui visitent Juno Beach, qui visitent le centre et qui visitent Courseulles-sur-Mer et les autres villages des plages de la plage canadienne, Bernières, Saint-Aubin et même Gris-sur-Mer. Conclusion maintenant, avant de prendre vos questions. Vétéran canadien Jim Parks du jour J, qui pointe vers sa propre citation dans notre salle sur le Canada contemporain. Je pense que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui ces héritages démocratiques. Et je pense que le point culminant de cette présentation, ben, c'est cette citation qui provient d'un vétéran du jour J qui a avoué ne pas avoir pensé à ça lors du jour J, mais qu'avec le recul et les perspectives, plusieurs années plus tard, est capable d'affirmer que les sacrifices consentis par sa génération bénéficient à celle d'aujourd'hui. Alors, voilà, dans le contexte actuel, comme vous avez vu plus tôt en début, si vous avez annulé vos plans de voyage aux États-Unis, ben, sachez que on est là pour vous accueillir en Normandie. La France est une autre destination pour les Canadiens, pour les Québécois notamment, et faire le détour en Normandie, c'est vraiment un acte citoyen à mon sens et une expérience qui transforme tout regard et qui transforme le regard et surtout qui transforme l'identité canadienne positivement. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et on va pouvoir passer aux questions. You're muted, Sal. On t'entend pas. You're still muted. Est-ce que c'est bon là? Oui. Ok, parfait. Merci Marie-Ève, merci. Oui, c'est vrai, nous allons passer aux questions. Les gens qui sont en live, en direct au centre Juno Beach, vous pouvez vous diriger vers Ophélie. Elle peut taper vos questions dans le chat pour vous. Les autres, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie Q&A sur Zoom. Mais avant de passer à cette partie, je tiens à remercier les personnes qui ont rendu cet exposé possible. Alex Fitzgerald Black est notre directeur exécutif. Il a travaillé avec Marie-Ève sur cette présentation et il va présenter cet après-midi en anglais. Et Ophélie Duchemin, notre chargée de communication et d'événementiel en France. Tous les deux ont joué un rôle déterminant dans la préparation du contenu et de la communication de l'événement d'aujourd'hui.
Si vous avez apprécié cette conférence et souhaitez le partager avec vos amis, l'enregistrement complet sera disponible sur YouTube avant l'anniversaire le 8 mai du jour de la victoire en Europe. Vous pouvez suivre notre chaîne YouTube et nos autres réseaux sociaux en recherchant Centre Juno Beach ou Juno Beach Center. Euh, D'abord, Marie-Ève, on a une question là. Vous avez cité de nombreux exemples de commémorations qui ont eu lieu juste après la guerre. Maintenant, nous sommes 80 ans plus tard. Le nombre de vétérans diminue d'année en année. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a que 21 vétérans canadiens qui participent à des commémorations aux Pays-Bas. Si on prend ce contexte et aussi le contexte politique que vous avez partagé, comment pensez-vous que nous pourrons adapter et changer la commémoration, étant donné que les vétérans ne seront plus là pour partager l'histoire? Ben, je pense qu'il y a une force incroyable qui réside en les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants des combattants. Tu sais, si on pense qu'il y avait 1 million de Canadiens en uniforme, ben, ça veut dire que tous ces gens-là, ils ont une descendance, enfin peut-être pas tous, mais une grande partie. Une grande partie de Canadiens sont des descendants des fameuses épouses de guerre. Et donc, tous ceux qui ont un lien direct ou indirect avec la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui ont émigré au Canada après la Seconde Guerre mondiale des pays ravagés par l'Europe, par la guerre, détruits par la guerre, qui ont choisi de s'établir au Canada pour construire une nouvelle vie loin des destructions de l'Europe de la Seconde Guerre mondiale, ont un lien aussi. Et si on prend tout ça, j'ai jamais fait d'études démographiques, mais ça correspond à un sacré paquet de gens au Canada aujourd'hui. Et je pense que sensibiliser les gens qu'ils font partie de cet héritage-là, ça peut créer beaucoup d'énergie et de synergie. Euh, on voit encore l'intensité des commémorations qui deviennent de plus en plus grandes. Elles ont commencé toutes petites avec la visite officielle de Mackenzie King en 1946 à Bernières-sur-Mer. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec des grandes commémorations qui sont en broadcast live au Canada. Donc, moi, j'ai l'impression que euh, il y a quand même une énergie assez forte. Après, c'est sûr qu'il y a des faiblesses euh, et ça va être important de comprendre et d'apprendre plus sur l'histoire militaire pour faire en sorte que quand les vétérans seront plus là, on connaisse déjà mieux leurs histoires. Voilà. C'est un devoir citoyen, à mon sens, et c'est comme ça que je répondrai à la question. C'est de sensibiliser, puis c'est le travail que le Centre Juno Beach fait à longueur d'année, en dehors des grandes commémorations. Est-ce que le 8 mai est-il célébré au Canada comme en France avec des cérémonies organisées? Oui, il y a Affaires anciens combattants qui s'occupe des cérémonies officielles. Il va en avoir plusieurs à travers le Canada, mais la plus grosse étant à Toronto. Il y en a, mais c'est sûr que l'idée, la configuration idéale, je pense, c'est de commémorer au Canada, mais aussi pour les Canadiens de vivre cette expérience-là une fois dans leur vie, d'aller aux Pays-Bas et de sentir, de comprendre la gratitude des Néerlandais envers les Canadiens aujourd'hui. Je pense que c'est une expérience unique à vivre, tout comme celle d'aller en Normandie, en France, et de se rendre compte de cette gratitude transatlantique. Hmm. On va peut-être prendre une dernière question. Euh, Comment les Canadiens ressentent la volonté de Trump que le Canada devienne le 51e État des États-Unis? Mais je pense que globalement, là, on vient de passer à travers des élections. Euh, c'est des questions délicates à répondre, mais à mon sens, les Canadiens sont assez unis. Même les Québécois, qui sont souvent plus réfractaires à l'identité puis l'unité nationale
pan-canadienne-anglaise, les Québécois s'en différencient souvent, alors que là, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de pas se laisser faire, de pas se laisser marcher dessus, d'affirmer notre identité, notre souveraineté. Ça unit les Canadiens. Les Canadiens ont souvent la réputation d'avoir plusieurs identités fragmentées, mais cette menace-là est venue créer un effet commun assez euh, impactant au Canada français comme au Canada anglais. Enfin, c'est mon opinion personnelle aussi, je devrais dire. Bon, bah, parfait. Merci encore une fois, Marie-Ève, pour votre présentation aujourd'hui, de partager sur ce sujet très intéressant. Et merci aux gens qui nous ont joints, soit en ligne, tout autour du Canada et de la France, et ceux qui sont en Normandie, au centre Juno Beach. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Merci.